Le musée des Beaux-Arts de Tournai est le seul que Victor Horta ait construit. Oui. Il est conçu avant la Première Guerre mondiale, il est construit après, mais je pense qu'il est le temps de l'apogée de la conception de l'art d'un peu avant 14. Et la première chose que cette exposition a essayé de faire, c'est de redégager les espaces Horta, sans des caissons et tout ça, pour que l'on redécouvre ce qu'était sa conception muséale. C'est-à-dire un endroit où ne se promènent pas des troupeaux de touristes, mais où des promeneurs, des passants, des amateurs passent, ont le temps de la dilection, de la jouissance, de la connaissance, et sont tout le temps dans des regards. C'est-à-dire si vous regardez par là, vous allez voir le tableau qui est à l'autre extrémité du musée. Donc il y a un jeu de perspective interne qui est fabuleuse et qu'on a essayé de redéployer. Et bon, voilà, finalement, ça se fait en 1928. Il y a 16 500 visiteurs tout de suite. Enfin, c'est un musée qui a frappé, qui ne peut pas ne pas frapper, et par sa construction et par la richesse de ses collections. Ce que je trouve amusant, c'est qu'en fait, ce musée aurait pu se trouver à Bruxelles et non à Tournai. Hein. Absolument. Mais les conservateurs bruxellois de l'époque n'ont pas voulu d'une femme que je trouve personnellement assez chaste, qu'on verra tout à l'heure, Périmel, qui est évidemment allongée en bord de mer, le sexe visible. Et de ce fait-là, ils ont refusé le legs. Et Van Cutsem, le mécène bruxellois qui a acheté les Manel et Seurat, a décidé de léguer sa collection à Tournai, à condition que Victor Horta en soit l'architecte. Donc elle aurait été habillée, le musée serait à Bruxelles. Sans doute, mais voilà, le déshabillé a plu à Tournai, étrangement, mais c'est comme ça. Mais quand on la voit comme ceci, aujourd'hui, dans n'importe quelle publicité, on voit ça. Aujourd'hui, ça ne ferait plus frémir personne, mais voilà, à l'époque, donc ça c'est la toile par laquelle la collection de Van Cutsem est arrivée au musée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le gendre était le maître de Pion, qui va devenir le premier conservateur. C'est ça. Donc il y a une boucle qui se boucle. Henri Van Cutsem, c'était un grand hôtelier bruxellois, je crois. Hein. Il possédait l'hôtel de Suède, c'était une famille qui avait été dans la banque, enfin il avait des moyens, et il avait une vraie passion pour les artistes. Je pense qu'il s'est accru en plus après la mort de sa femme et de son enfant. Un vrai mécène. Hein. Un vrai mécène, oui. Et un mécène qui soutenait les artistes. Il leur écrit, il les encourage, il leur dit « ça va, tu as réussi ». Donc ce n'est pas qu'un amateur, qu'un collectionneur, c'est un amateur d'art. Alors par ailleurs, Rodenbach, pourquoi? Le fils de Rodenbach, Constantin, a voulu léguer les pièces essentielles de son père, de la mémoire de son père. Littéraire alors, hein? Les meubles, les tableaux, vous verrez tout à l'heure, enfin littéraire aussi. Alors, l'essentiel du littéraire est arrivé à Bruxelles, avec quand même quelques objets, dont la vaisselle. Une partie de la bibliothèque est arrivée à Tournai, avec plus de meubles qu'à Bruxelles et une série de tableaux. Et donc c'est la première fois qu'on réunit, à l'occasion du 60e des Archives et Musées et du 90e du Musée de Tournai, les deux morceaux de la collection Rodenbach qui ont été légués à la fin des années 1960 du XXe siècle. Moi, ce qui m'amuse dans cette salle, c'est l'hippopotame, mauve. L'hippopotame est la trace d'une ancienne exposition, c'est une œuvre d'un sculpteur belge. Elle a été installée là et la pièce est assez pesante, donc on ne sait pas l'enlever facilement, ni temporairement, donc pour le moment elle est toujours... C'est peut-être le temps moderne au milieu de... Oui, ça c'est clair, donc c'est ce qu'on appelle l'atrium d'Horta, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un lieu qui est fait pour se promener, et le 19e siècle est quand même un des siècles qui a le plus produit de sculptures, et notamment de sculptures de femmes, mais pas que de femmes. Et donc tous ces socles ont été prévus pour mettre des sculptures. Et ici, dans les trois salles, c'est des types de représentations de la femme du 19e siècle. Et donc bien sûr, on a mis les sculptures dans l'atrium qui avait été prévu pour elle. Ce musée est très particulier. D'abord, il est unique. Il est unique. Oui. Et pourtant, il n'a pas un nombre très élevé de visiteurs. Donc, dans les 20 000 peut-être par an. Et je trouve ça dommage. Et y a-t-il une explication à ça ? Je pense que ça a été une belle endormie, mais un peu comme Tournai pendant longtemps. Un des buts de l'exposition, c'est aussi justement de réattirer l'attention
sur la singularité de ce musée, sur la richesse de ses collections. Et avec le croisement des collections des archives et musées et d'ici, on peut restituer à peu près tout le 19e siècle. C'est l'anniversaire du musée, mais c'est un petit peu le vôtre aussi. Hein. Je viens d'écouter très longuement d'ailleurs une interview qui a été faite par Willy Lefebvre. Ouais, vous l'avez accordé chez lui, je crois. Oui, chez lui. Oui. Et il va d'ailleurs passer bientôt dans l'émission pour une autre raison. Et vous parliez de votre parcours, mais ça commence à remonter assez loin. C'est vous qui avez créé, en fait, après ou avec Hans, les archives et le musée de la littérature. C'est moi qui ai donné le second souffle, si on veut dire. C'est Hans qui a créé en 58. J'avais 11 ans, donc c'était un peu tôt. Ça s'appelait à l'époque Musée de la littérature. Ça s'appelait d'abord Musée de la littérature, puis ça devient Archive Musée de la littérature quand les collections audiovisuelles arrivent dans les années 60 à cause de Georges-Henri Dumont. Puis alors quand moi je découvre le dossier du Musée de la littérature... Vous étiez au ministère, vous, à l'époque? Au moment où j'arrive au ministère, en janvier 77, mon premier mois de conseiller, je découvre de théâtre et de littérature. Et de littérature dialectale, j'avais les trois. Je découvre le dossier du musée de la littérature, je vois que le président est Joseph Hans, je n'en avais jamais entendu parler, il n'en avait pas parlé. Je lui téléphone, et alors commence le développement du musée de la littérature, la création des sections, l'engagement d'un personnel plus important. Et les budgets. Et des budgets qui suivaient à l'époque plus facilement. Mais ce musée a prospéré par des legs et des achats ou... Les deux. Les deux. C'est moi qui crée les budgets d'achat. Des legs, il y en a eu depuis le début. Des legs, il y en a eu depuis le début. Et donc, oui, les collections, c'est... Paul Willems a légué, et son fils a continué, toutes ces archives, pour prendre un exemple. Mais le fait que vous soyez ici dans ce musée, c'est évidemment pour l'anniversaire du musée et des archives, mais aussi parce que vous êtes tournésien. Vous avez une maison ici à Tournai. Vos parents, votre famille est de Tournai. Oui, j'ai toujours la maison. Donc c'est une des raisons, peut-être aussi, non? Oui, puis ce musée, comme Tournai a été bombardé méchamment par les Allemands, les services communaux étaient ici dans mon enfance, parce que l'hôtel de ville n'était pas reconstruit. Ah, voilà. Et à l'intérieur de ce musée? Oui, il y avait des planches en bois qui faisaient des bureaux, quoi. Et donc c'est vers la fin des années 60, quand l'hôtel de ville est rouvert, que je vais découvrir, comme les Tournaisiens nés comme moi juste à la sortie de la guerre, ce qu'était le musée en voyant l'espace. Mais on l'a d'abord connu pas comme musée, on allait pour les cartes d'identité, enfin tout était ici. Et les gens n'avaient aucune idée que c'était de Horta, bien sûr. Ça, je sais pas. Mes parents savaient. Mais mes parents savaient forcément. C'était quand même des gens cultivés. Parce qu'il est quand même exceptionnel, hein, il est curieux comme bâtiment. Il est unique. Je pense qu'il n'y en a pas deux au monde. Et que c'est à partir de cette conception d'Horta qu'on devrait réfléchir à ce que doit être un musée.